Bonjour à toutes et à tous, chers amis cinéphiles, bienvenue dans ce sixième numéro, rendez-vous compte du Grand Nimp, l'émission qui parle de tout, mais surtout de n'importe quoi. J'espère que vous allez bien, en tout cas ça me fait très plaisir de vous retrouver, j'espère que vous avez passé une bonne semaine, en ces temps où la température se rafraîchit quelque peu, mais où je suis là pour vous, rien que pour vous, votre ami, votre fidèle serviteur, pour vous apporter un peu de chaleur humaine, en cette nouvelle revue d'actualité cinématographique. Alors une revue d'actualité qui, je l'avoue, a été plutôt riche, mais pas comme je l'attendais. Elle a été très pauvre en termes de nouvelles, ou alors vraiment pas intéressante, hein. C'était annonce d'un nouveau film, quelconque, machin, tout ça. Mais par contre, contrairement à la semaine dernière, il y a beaucoup de bandes annonces à commenter, et notamment celle qui a fait le plus parler d'elle, puisque ça a été la bande annonce la plus vue en 24 heures, je crois qu'elle va aller tutoyer certains records, je pense. Il s'agit évidemment de La Belle et la Bête. Alors La Belle et la Bête, vous allez dire, non, ne me dis pas que tu vas encore parler d'un film qui est un remake, mais en fait c'est pas un remake, c'est un film où on reprend un dessin animé de Disney, mais on le fout avec des vrais acteurs, mais en même temps l'histoire c'est la même, donc est-ce que c'est un remake ou pas? Bon, vous avez compris, j'ai l'impression que je vais en parler toutes les semaines maintenant, des films que Disney réadapte de ses propres dessins animés. À ma grande joie, comme vous entendez, à ma voix très enjoué, mais voilà, c'est comme ça. C'est aujourd'hui le cinéma, malheureusement, que nous propose Disney, dans ce vide interstellaire qui est le manque d'idées à Hollywood. Disney ne fait pas exception à la règle, et j'ai envie de dire, appuie surtout le trait, puisque ils vont vraiment phagocyter l'univers, l'imaginaire collectif qu'on avait des très bons souvenirs de leurs dessins animés, en les remakant. Alors on va me dire, oui, mais voilà, autre temps, autre mœurs, il faut donner une nouvelle version, peut-être que voilà, la version du Disney des années 90 est un peu obsolète, alors il faudra peut-être revenir dessus, oui. Dans l'idée, j'aurais rien contre, sauf que bon, quand c'est pour faire Maléfique, pour nous dire que finalement Maléfique c'était la gentille du dessin animé et pas la méchante comme on l'avait coutume de le penser, c'est un peu débile, pardon, hein, mais si c'est pour totalement transformer l'idée et l'esprit de dessin animé d'origine, c'est un peu bête. Bon, ça n'a pas l'air d'être le cas sur La Belle et la Bête, puisque là on reprend fidèlement l'histoire, avec une Belle qui est interprétée par Emma Watson. Alors, beaucoup de gens ont dit, oui, Emma Watson, très bon choix de casting pour ce remake. Moi j'adore Emma Watson, hein. Je pense que comme beaucoup de jeunes garçons de mon âge, on a tous été amoureux d'Hermione dans notre jeunesse, et par extension de l'actrice, son actrice Emma Watson, donc qui jouait Hermione dans Harry Potter, mais je sais pas, je lui trouve, je trouve qu'elle n'a absolument pas cette candeur qu'a le personnage de Belle dans le dessin animé. Savoir que Emma Watson, bon, a 25 ans, mais on a l'impression qu'elle a grandi beaucoup trop vite pour son âge, en fait, et que maintenant, tout ce qui faisait sa candeur juvénile s'est effacé. Elle a vraiment un visage, bon, très féminin, elle fait très femme, quoi. Et justement, bon, Belle, on sait que c'est un personnage beaucoup plus naïf, beaucoup plus candide. Quand on le voit dans le dessin animé au début, elle est toujours plongée dans ses bouquins, c'est vraiment la jeune fille qui rêve de prince charmante, princesse, et ça se lit sur son visage, cette espèce d'innocence comme ça, que selon moi n'a plus Emma Watson. Mais bon, ça reste une actrice intéressante, même si je trouve que avec le temps, sa palette de jeux ne se développe pas des masses, c'est-à-dire qu'on retrouve souvent les mêmes expressions qu'elle avait dans les derniers Harry Potter, donc c'est-à-dire que voilà quoi, c'est pas un jeu très évolutif malheureusement, mais bon, on verra. Ce qui est sûr, ce qui est certain, c'est que ils ont vraiment choisi, d'édulcorer au maximum le dessin animé. On retrouve moins cette ambiance très sombre, très gothique qu'il y avait dans le dessin animé, ne serait-ce que sur l'apparence physique de la bête, hein, qui est totalement expurgée de tout aspect monstrueux. Quand on se souvient dans le dessin animé, c'était une bête voûtée, très limite bossue, avec, on se souvient, des cornes de bouc qui lui sortaient de la gueule. Bon, c'était vraiment une vision horrifique, même pour les enfants qui regardaient à l'époque, tandis que là, on est beaucoup plus... Voilà, on se dit, tiens, ça a l'aspect d'une bête, mais dans l'idée, on se doute qu'il y a sans doute un prince charmant qui sommeille en lui, quoi. Donc évidemment, on connaît l'histoire, on sait qu'il n'y aura pas de surprise à ce niveau-là, mais c'est vrai que va falloir plaire de plus en plus à un public très jeune qui s'est habitué à d'autres formes
d'imagerie en fait, d'imagerie en ce qui concerne les monstres, et on sait que bon, l'idée qu'on puisse choquer la jeunesse fait que ça pourra rapporter des spectateurs en moins, donc voilà, on va essayer d'atténuer le propos. Ce qui est sûr, c'est que au niveau de l'originalité, ça saoule pas, puisqu'on peut constater qu'il y a une vidéo qui est sortie sur internet récemment qui compare justement les dessins animés avec la bande-annonce ou les images qu'on a pu en voir, et c'est vrai que ça ressemble limite à du décalque, quoi. C'est-à-dire que le réalisateur ne s'est pas contenté visiblement d'imposer une nouvelle vision de l'œuvre, il s'est contenté de reprendre trait pour trait, case par case, limite les images qu'il y avait dans le dessin animé. Alors, on peut se dire maintenant, avec les effets spéciaux, ce qui va être intéressant, c'est de voir comment ils vont traiter justement les objets animés qu'il y avait dans le dessin animé. On se souvient de Lumière, le chandelier, Big Ben, la pendule, Mrs. Samovar, la tasse, la théière plutôt, et Zip, c'est la tasse. Et c'est vrai que c'est là où la déception prime, c'est-à-dire que on s'attendait vraiment à ce que la révolution vienne à ce niveau-là, mais finalement on est très déçus parce que, à part se contenter de prendre des objets existants au quotidien, donc comme je vous l'ai dit, le chandelier, la pendule, et de leur ajouter juste des yeux et une bouche et de nous faire croire « Ah, regardez, en fait, c'est des gens qui ont été transformés en objets », c'est quand même très décevant à ce niveau-là. Regardez un peu la tronche de Mrs. Samovar, quoi. On dirait juste qu'ils ont pris une théière, ils lui ont collé 2 yeux et une bouche, et voilà. C'est le niveau d'exigence pour eux, histoire de dire, regardez des objets qui étaient autrefois des êtres humains. On a vraiment l'impression que Disney a pris un quidem quelconque en termes de réal et lui a dit, bon, surtout, attends, n'en fais pas trop non plus, tu vois, regarde, t'as un beau dessin animé, là, tu te casses pas la tête, tu vois, reprends, regarde, ce passage, il est bien, quand Belle rentre dans le château, là, tu vois, tu filmes pareil, c'est très bien, non, mais, ouais, tu vas toucher ton chèque, t'inquiète, mais n'impose rien, n'aie pas de vision, n'aie pas de tout ça, donc bon. Alors dans l'idée, bon, comme c'est Disney à qui appartient le dessin animé, on peut se dire oui, ok, bon, on va pas trop prendre de risques, donc voilà, prenons un réalisateur serpillère qui va absolument être un total exécutant, et voilà, il va te refaire du copier-coller, ça va rapporter des max de thunes, et puis bon, bah la vie continue, la vie est belle pour Disney, de toute façon, tant que les gens iront voir leurs films, ils ont aucune raison de changer la recette. Alors, là où ça pose un peu plus de problèmes, c'est avec la nouvelle bande-annonce dont je vais vous parler, c'est celle de Ghost in the Shell. Parce que là, pour le coup, on est sur 2 systèmes de production totalement différents. Ghost in the Shell, donc c'est un très fameux manga japonais qui a été adapté au cinéma dans un dessin animé qui encore aujourd'hui a marqué beaucoup de conscience. Et donc là, Hollywood étant toujours en rate d'idées, va se dire, bon bah, on va cesser de remaker nos dessins animés, maintenant on va aller piocher chez les autres. Alors, Ghost in the Shell, donc, avec Scarlett Johansson dans le rôle titre, de ce cyborg qui traque un tueur en série, mais est-ce que ce tueur en série est-il humain ou pas? Ouh là là, ça c'est la grande question que le film pose. Et donc là, pareil, il y a eu la bande-annonce, bon, qui est très très bien faite, très bien calibrée, mais un petit malin s'est amusé sur internet, pareil, à comparer l'œuvre originale, donc le dessin animé adapté du manga, à la bande-annonce du film, et là on constate, pareil, que le réalisateur Rupert Sanders, donc à qui on doit le fameux Blanche-Neige et le Chasseur, où en gros on a essayé de nous faire croire que Blanche-Neige pouvait être crédible en étant jouée par Kristen Stewart, et surtout que c'était une nouvelle Jeanne d'Arc, hein, parce que pourquoi s'embêter, hein, maintenant les héroïnes de Disney c'est toutes des guerrières en puissance. Mais là, oui, Rupert Sanders reprend clairement des plans au cadrage près, au minutage près du dessin animé. Et là, ça pose un problème, parce que bon, que ce soit Disney qui s'amuse à recycler sa propre tambouille interne, bon, c'est une chose, on pourra déplorer le manque d'imagination, mais là, quand ça s'amuse à repomper le travail d'un réalisateur autrement prestigieux, c'est beaucoup plus délicat. Mais bon, si vous voulez, on n'est plus à ça près dans le manque d'imagination qui règne à Hollywood, donc à la limite, je veux dire, ce n'est qu'une suite logique. Non seulement ils n'ont plus d'idées originales, mais maintenant en plus ils ont même pas de réalisateurs originaux au niveau de la mise en scène. Ghost in the Shell, donc j'en avais parlé avec l'ami Lorenzo il y a la semaine dernière, puisque ça a fait beaucoup parler de lui dans le sens où le personnage principal normalement est interprété par quelqu'un d'origine asiatique, puisque ça se passe au Japon, et là c'est Scarlett Johansson. Scarlett Johansson, donc, qui est là tollée sur internet, évidemment, on accuse
les producteurs d'être racistes, de pas respecter l'œuvre originale, de pas prendre une actrice qui ressemblerait physiquement parlant, au dessin animé original. Bon, alors évidemment, ça pose toujours la question comment respecter une œuvre originale quand on sait que les films coûtent très cher maintenant et quand on sait qu'il n'y a pas pour l'instant à Hollywood d'actrices asiatiques qui peuvent amener potentiellement du monde sur leur seul nom à elles, parce que là c'est Scarlett Johansson qui tient le film sur ses épaules, quoi. Alors oui, le fait est qu'il faut constater que ça ne correspond absolument pas à l'œuvre originale. En plus, ils la foutent à moitié à poil dans la bande-annonce, histoire de dire tiens, on va bien ramener du puceau geek, histoire qu'il se caresse gentiment pendant la séance en imaginant Scarlett à walper. Mais c'est vrai que ça pose des questions d'éthique, forcément, puisque bon, sans tomber dans le côté guerrier du net, quand on adapte une œuvre, elle est faite pour être respectée à la lettre, et bon, on sait que Hollywood, depuis longtemps, s'amuse comme ça, que ce soit dans un sens ou dans l'autre d'ailleurs, parce qu'on a vu des personnages historiques blancs être interprétés par des acteurs noirs, hein, donc voilà. Faudra pas que ça pose problème seulement dans un sens évidemment, mais là pour le coup oui, quand ça se passe au Japon, c'est mieux d'avoir des actrices asiatiques. Ça rappelle la polémique quand on avait pris Elizabeth Taylor pour jouer Cléopâtre. La logique aurait voulu qu'on prenne une actrice d'origine arabe forcément pour jouer la reine d'Égypte, mais voilà, quand t'as un film qui coûte aussi cher que Cléopâtre, puisque on rappelle que ça reste toujours le film le plus cher du cinéma, est-ce que tu peux prendre le risque de prendre une actrice typée arabe, sachant qu'à l'époque où Cléopâtre est sortie, il n'y en avait pas des masses, donc là oui, c'est que tant qu'il n'y aura pas une actrice vraiment phare d'Hollywood d'origine asiatique, eh ben, ça sera compliqué de miser 200 millions de dollars de budget sur ça, quoi, si l'actrice ne ramène pas. Alors oui, c'est sûr que ça fait grincer des dents, malheureusement, dans un sens, même si je n'excuse pas, ça reste compréhensible, malheureusement. Mais bon, est-ce qu'il faut attendre après Ghost in the Shell? C'est une autre question. C'est une œuvre, Ghost in the Shell, qui était très ésotérique et très philosophique dans ses thématiques et dans son propos, puisque ça reprenait les questions de Philippe K. Dick, et qu'Asimov aussi avait lancé sur la frontière entre l'humanité et la robotique. Sommes-nous vraiment des êtres humains? Est-ce qu'un robot peut avoir une conscience et une sensibilité comme les êtres humains? Voilà. Est-ce qu'ils vont reprendre ça dans le film avec Scarlett? Pas trop sûr, puisque bon, on sait que maintenant, faut pas réfléchir à Hollywood. Hein. Matrix avait posé un peu des bases comme ça, mais c'était vraiment un épiphénomène, et on sait que maintenant, ce qu'ils veulent, c'est du brut, c'est de l'action, et voilà, tu poses ton cerveau à côté de toi quand tu vas au ciné, et tu cherches surtout pas à en savoir un peu plus. Et ce qui fait une parfaite transition avec une troisième bande-annonce avec laquelle j'aimerais parler avec vous, puisqu'il s'agit de Kong Skull Island. Alors, je pense qu'on peut vraiment enlever le G au mot Kong, parce que vraiment, si ça s'adresse pas à des neuneux de 5-6 ans, cette bande-annonce, je ne sais plus comment je m'appelle. Alors, est-ce que ça fait suite à King Kong ou pas? Certainement pas, ça reprend l'univers de Kong, évidemment, mais là, on est vraiment au plus bas de l'échelle sociale, quoi. C'est-à-dire que j'ai jamais vu une bande-annonce qui ne savait tellement pas sur quel pied danser, c'est-à-dire que ça se veut film aventure, ça se veut grande fresque, ça se veut film de monstres, mais en même temps très comique. Et en fait, tu te rends compte que c'est le comique qui va beaucoup plus primer, parce que dans la bande-annonce, c'est ce qui montre. J'ai jamais vu un truc qui se prenait autant les pieds dans le tapis avant même que le film ne paraisse, parce qu'on se dit, mais on va avoir quoi en fait, quoi? On va avoir une farce, quoi. Et c'est vraiment le personnage de John C. Reilly qui doit interpréter qui ressemble au capitaine Colin dans les pubs là pour le poisson pané, quoi, et qui là pour sortir des blagues. On se dit mais c'est dingue comment Hollywood maintenant n'assume plus de prendre des films au sérieux, quoi. Alors c'est le syndrome Joss Whedon, J.J. Abrams, tous ces mecs qui viennent de la télé, mais on se rend compte que ça a vraiment créé un espèce de virus dont Hollywood n'arrive pas à se dépêtrer, parce qu'on peut avoir des réserves sur le film de Peter Jackson, son remake de King Kong, qui, je pense, si on le regarde aujourd'hui, aura beaucoup mal vieilli, malheureusement. Et évidemment, il y a encore beaucoup de réserves à dire sur le film, son côté effet numérique à tout va, le fait que c'est beaucoup trop long, que bon... Mais ça restait encore un film qui se prenait au sérieux, quoi. Et on sentait que Peter Jackson avait quand même un amour indéflectible à cette œuvre, qu'il a aimé et qu'il a poussé jusqu'au bout pour adapter à nouveau ce classique des années 30. En fait, tout ça
n'est fait que pour faire revivre Kong, puisque pour ceux qui n'ont pas vu le King Kong de Jackson, on peut s'imaginer quand même du destin funeste qui attend le gorille géant. Mais faire revivre Kong pour relancer une franchise qui est censée justement le coupler au gros monstre qui est issu de la culture japonaise, qui est Godzilla. Voilà, en fait, ce n'est qu'une ambition marketing à court terme, c'est-à-dire que dans l'idée, voilà, il ne sera pas exclu de voir un King Kong contre Godzilla. C'est à ça que servent les relances de franchise, en fait, c'est de préparer... comme on relance Spider-Man pour faire en sorte que le nouveau Spider-Man soit intégré aux Avengers, etc. C'était que du calcul de profit à court terme, ça devient assez risible, assez pathétique, mais bon, c'est avec ça qu'il faut vivre malheureusement, donc voilà. Rongeons notre frein avant que vraiment des nouvelles franchises de films voient le jour, des nouvelles idées originales. En attendant, c'est vrai que ça n'est pas pour aujourd'hui, et ça malheureusement participe à la triste destinée de ces années 2010. Alors on passe tout de suite aux infos en vrac avec une nouvelle qui, j'en suis sûr, va apporter beaucoup de baume au cœur à tous ceux qui, comme moi, déplorent un peu le manque d'idées novatrices qui règne dans le cinéma actuel, puisque il est annoncé que le fondateur des studios Ghibli et le génial réalisateur de chefs-d'œuvre comme Le Voyage de Chihiro, Le Château dans le ciel ou Princesse Mononoke, donc Hayao Miyazaki, pourrait sortir de sa retraite après avoir annoncé que Le Vent se lève, son dernier film, serait le dernier justement. Alors, c'est marrant puisqu'il y a 2 semaines j'annonçais la mise en retraite de Tarantino après ses 2 prochains films, et là c'est un autre grand réalisateur qui pourrait sortir de sa retraite. Alors c'est vrai que Miyazaki, c'est pas la première fois qu'il nous fait le coup, de nous annoncer sa retraite pour revenir avec un nouveau film, mais voilà, est-ce qu'il faut prendre cette nouvelle avec réjouissance, sachant que voilà, il y a toujours cette crainte un peu de tirer sur la corde et de faire le film de trop. Alors c'est vrai que niveau créativité, niveau chef-d'œuvre, Hayao Miyazaki, c'est vraiment pas le dernier des derniers, puisque sa filmographie n'est quasiment composée que de grands films, voire même tous des grands films, c'est clair. Mais voilà, c'est vrai que Le Vent se lève, c'était son dernier film, et il était très touchant à ce niveau-là, même si on pouvait avoir quelques réserves, notamment son côté très lent, le fait qu'il se passe pas grand-chose, mais il était très émouvant à beaucoup d'égards. Il y avait aussi ce côté film testament, quoi. C'était un film vraiment qui était beaucoup plus terre-à-terre que tous les autres films fantasques auxquels Miyazaki nous avait habitués. Et là, on avait vraiment l'impression du film testament, quoi. Et c'était ça qui était assez beau, c'est quand un réel, en fait, regroupe toutes ces obsessions, tous ces thèmes, toutes ces influences dans un seul film, et après il dit bon voilà, là, je ne peux plus faire autrement que vous avoir livré mon âme en pâture limite dans ce dernier film. Il y avait ce côté très touchant dans Le Vent se lève. Alors après, est-ce qu'il faut accueillir ça comme une bonne nouvelle? J'ai envie de dire, quand bien même Miyazaki reviendrait peut-être avec moins d'imagination que ses derniers films, ce sera toujours mieux que le bordel ambiant qu'on est obligé de subir, ce merdier pas possible, où vraiment ça se pompe les uns les autres, ça n'a plus d'idées, ça remake à tout va, ça réadapte, ça reboot, ça relance des franchises, non, ça devient insupportable, et heureusement qu'il y a encore des cinéastes qui peuvent nous proposer des idées novatrices. Après, ça en est bien sûr au statut de rumeur, rien n'a été annoncé de plus précis, on sait même pas s'il y a un script qui circule dans ses mains, s'il a été influencé par une idée quelconque, non, c'est juste que voilà, il pourrait sortir de sa retraite. En même temps, comme je le disais, c'est pas la première fois que c'est annoncé. Mais bon, c'est vrai qu'il faut parfois miser sur des vieux dinosaures comme lui pour essayer de nous émerveiller encore un peu, quoi. Comme on n'a pas beaucoup l'occasion de le faire dans le cinéma actuel, c'est toujours ça de gagner. Après, on verra par la suite, espérons que ce ne soit pas un pétard mouillé. Alors, évidemment, c'était la seule bonne nouvelle du jour, puisque a été annoncé sur nos écrans donc la suite de Jurassic World 2. Donc ça c'était évident, il n'y avait pas de surprise à ce niveau-là, étant donné le carton phénoménal du premier, qui a été confié cette fois à un cinéaste espagnol qui s'appelle Juan Antonio Bayona. Alors, certains le connaissent peut-être pour avoir fait l'un des films espagnols les plus marquants de ces dernières années, qui était L'Orphelinat, un très très beau film fantastique, je dois l'avouer, et un des meilleurs films de cette vague de cinéma fantastique espagnol qui a émergé dans les années 2000 en fait.
On a considéré que le cinéma espagnol était le nouvel Eldorado où vraiment les films de genre trouvaient leur summum de beauté et de talent. Ça l'a été pour certains films, après parler vraiment d'une nouvelle vague, comme notre nouvelle vague française, bon, toute proportion gardée évidemment, mais moi j'ai jamais vraiment été emballé par cette nouvelle vague espagnole. Je trouvais que Rec était un film très très surcoté, très très loué pour de mauvaises raisons selon moi. Après il y a eu d'autres films comme Les Yeux de Julia, Les Proies, des films comme ça qui vraiment ne laissaient pas un souvenir impérissable, hein, faut se l'avouer. Après ce qui était bien c'est qu'on sentait vraiment qu'il y a eu ce renouveau industriel, c'est-à-dire que d'un coup le cinéma espagnol s'est mis en tête de faire des films fantastiques, de faire des films voilà, qu'on pourrait faire en France techniquement, mais on les fait pas parce que nous on préfère miser sur nos petites comédies, quoi. Et c'est vrai que l'Espagne, de notre côté, nos voisins espagnols, c'est pas si loin, avaient pris le pari de l'audace et avaient proposé une série de films qui ne resteront pas forcément dans les mémoires, mais avec vraiment cette volonté de proposer un spectacle qui n'avait rien envié pour le coup au film fantastique des Américains. Et dont le meilleur, donc, c'était justement Cet orphelinat, donc réalisé par Juan Antonio Bayona, qui après s'est exilé à Hollywood, et qui là est annoncé pour reprendre la suite de Jurassic World 2. Alors c'est une bonne nouvelle a priori, puisque bon, pour tous ceux qui ont vu l'orphelinat, on sait que le bougre ne manque pas de talent, ça c'est indéniable. Après, le problème c'est qu'il rentre dans une machine qui va totalement pas le broyer, mais on va se demander de quelle latitude Bayona va disposer dans un film comme ça à gros studio, quand on sait qu'il y a comme un cahier des charges à remplir, hein, c'est-à-dire que bon, tous ceux qui ont vu Jurassic World savent de quoi je parle, quoi. C'est-à-dire qu'on prend la liste et on dit bon alors il faut... Pour un Jurassic Park, qu'est-ce qu'il faut ? Bon, bah, faut de nouveaux Pokémon, évidemment, puisque Jurassic Park, c'est avant tout ça, c'est des Pokémon, hein, c'est montrer les dinosaures qui n'ont pas été montrés pour vraiment compléter le Pokédex. Il faut évidemment des enfants, parce que un Jurassic Park sans enfants, ce n'est pas un Jurassic Park. Enfin, il faut, voilà, toutes ces obligations, voilà, qui fait qu'on n'a vraiment pas affaire à un film d'auteur, à proprement parler, mais voilà, un film où les producteurs imposent vraiment leur vue, leur déshydrata à leur réal. Ce qu'il y a de marrant avec cette nouvelle, puisque bon, elle est relativement insignifiante, puisque bon, le film va faire un carton, qu'on dise qu'il soit bien ou pas, et le film va cartonner, mais Juan Antonio Bayona dit... Le film Jurassic World 2 va être en fait quasiment la suite directe à Jurassic Park. D'accord. Mais tu t'appelles Jurassic World 2 quand même, c'est assez curieux ça. Mais c'est une nouvelle mode maintenant dans les franchises américaines qui avant se limitait à une trilogie, hein, pour marquer une histoire en 3 actes, comme ça se fait beaucoup au théâtre ou dans les grandes tragédies. Mais maintenant, il y a tellement de films qui sortent, qui sont adaptés de franchises connues, que en fait, ils réinventent l'histoire comme ça les arrange, quoi. Alors, cet épisode-là nous plaît un peu moins. Bon, bah, on va faire comme s'il n'avait pas existé, faire en sorte que la suite l'expurge totalement. Petit exemple à ça, c'est le Alien 5, qui est annoncé, et qui va totalement expurger le 3 et le 4. C'est-à-dire, en gros, ce sera la suite directe du 2, comme si le film de David Fincher et de Jean-Pierre Jeunet, quand bien même on aurait... quelques critiques à émettre dessus, n'ont pas existé. Voilà, c'est comme Bryan Singer qui a repris la franchise X-Men et qui annonce de but en blanc, en fait, je refais X-Men, mais en ne tenant pas compte du numéro 3. Voilà, il n'a pas existé pour moi, donc en fait, on tombe dans une incohérence logistique dans les histoires, parce que finalement, il n'y a plus de ramifications qui se font, on a l'impression qu'une grosse période a été sautée pour correspondre à la volonté des réals, mais voilà, donc Bayona qui annonce que ça sera la suite directe à Jurassic Park. Alors je pense qu'il l'annonce beaucoup plus dans l'idée qu'il respectera le matériau de base, qui est le film de Spielberg, qui a marqué tant et tant d'esprit, même si ce que je vais dire ne va pas faire plaisir, mais je considère pour ma part, malgré tout l'amour que je porte à ce film, que c'est un film bâclé. Mais ce qui est assez marrant, c'est de voir que il veut perdurer l'héritage de Spielberg, alors que finalement, il y en a un qui l'a fait mieux que lui, c'est Colin Trevorrow. C'est Colin Trevorrow avec Jurassic World, puisque il suffit de voir le nombre de références, mais au-delà de l'insoutenable, hein, parce qu'en fait, ça n'est plus des références, c'est vraiment comment faire croire aux spectateurs qu'on a bien compris de quoi on parlait, alors que ça n'a rien à voir avec la tambouille. C'est-à-dire que vous voyez le nombre de citations, de références qu'il y a dans
Jurassic World et qui font directement écho au premier Jurassic Park, tu te dis mais quel est l'intérêt sinon de caresser le spectateur dans le sens du poil en fait, en faisant ça? C'est-à-dire qu'on va citer John Hammond mais on le montre pas, c'est juste un nom qu'on balance comme ça et on dit tu vois que moi je connais bien l'œuvre que tu as aimée donc tu peux me faire confiance. Mais en fait voilà c'est cette expression qui a été inventée de fan service en fait où on fait on donne en fait aux adeptes ce qu'ils attendent quoi. Et on ne cherche plus du tout à les surprendre, on veut justement les conforter dans leur petit espace de confort justement, on ne veut surtout pas les brusquer, on veut surtout pas les titiller un peu, on ne veut surtout pas les choquer en leur proposant des choses nouvelles, on veut vraiment faire en sorte que ils payent leur place, qu'ils bouffent leur popcorn et qui surtout reçoivent ce qu'ils attendent. C'est une vision du cinéma à long terme qui, je pense, va faire pas mal de dégâts. Malheureusement, c'est comme pour tout ce que je vous avais annoncé dans la partie bande-annonce, quoi. On est obligé de le subir et malheureusement, c'est à ça que va se conforter le cinéma actuellement. Mais ce qui est triste, c'est justement de voir des mecs comme Bayona qui ont un vrai talent, un réel talent, mais devoir être obligés de se coltiner des franchises comme ça où ils n'auront pas vraiment leur mot à dire, où leur liberté artistique, je pense, sera broyée par un système qui ne leur laissera aucune latitude, et c'est malheureusement ce qu'on est obligé de subir, malheureusement. Pardon pour cette chronique un peu négative, mais c'est comme ça, hélas, c'est comme ça. Et pour ne pas arranger les choses, je suis obligé de conclure avec un hommage tout particulier à Robert Vaughn. Robert Vaughn, donc, qui était le dernier des 7 mercenaires encore en vie, qui hélas vient de nous quitter cette semaine à l'âge de 83 ans. Donc il va rejoindre ses compatriotes mercenaires qui étaient Yul Brynner, Steve McQueen, Charles Bronson, James Coburn. Enfin, rien qu'à dire ces noms-là, moi j'ai les poils du cul qui se hérissent pour tous ceux qui se souviennent du formidable western de John Sturges. Quand on compare en plus au casting qu'ils ont mis dans le remake avec Denzel Washington, Chris Pratt, Ethan Hawke, qui sont des acteurs que j'aime beaucoup, mais qui hélas n'ont pas le tiers du charisme des personnes suscitées. Voilà, on se dit que c'est pas demain la veille qu'on retrouvera des mecs avec la gueule d'un Bronson, d'un Coburn. Voilà, c'est une époque qui hélas est révolue. Pour les empreintes nostalgiques que je suis, ça fait très mal aujourd'hui de se dire que aujourd'hui, un acteur, il faut qu'il soit très lisse, très polissé, avec une gueule un peu défaible, comme ça. C'est très triste, mais c'est comme ça. Pardon pour les mauvaises nouvelles de la journée. On espère vraiment que Miyazaki va sortir de sa retraite pour nous remettre une bonne claque visuelle, parce que là, vraiment, c'est d'un coup à se jeter par la fenêtre. Bon. Et c'est ainsi que s'achève ce grand nimp, très optimiste, comme vous avez pu l'entendre, mais bon. On va essayer de passer une bonne semaine et faire en sorte que les nouvelles cinéma à venir soient beaucoup plus réjouissantes. En attendant, chers amis auditeurs, je vous souhaite une très belle semaine. Plein de bonnes choses pour vous à l'approche des fêtes de Noël. Bon, c'est encore loin, c'est dans un mois, mais qui sait, ça se rapproche, faut déjà penser aux cadeaux. Et n'oubliez pas, chers amis, que si l'émission est terminée, le cinéma ne s'arrête pas pour autant, alors profitez-en bien. Si vous ne m'aimez pas, ça n'a aucune importance. C'est moi qui vous aime, et